Florian, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends bien, Nicolas, je suis là. Comment ça va, Florian ? Ça va bien, très bien. Ouais. Et vous ? Je suis en pleine forme, on est toujours sur Toxin, on continue à exister, à faire le gros dos et surtout avoir beaucoup de gens, de plus en plus de gens. On rappelle que je suis sur la première matinale sur YouTube aujourd'hui. Florian, ce matin, je vous ai appelé, je voulais qu'on parle tout de même. Alors, on va parler un peu de la Roumanie pour que vous puissiez nous donner un peu ce que vous pensez, cette analyse, c'est quand même assez formidable. Et après, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, du moins vous, sur taxi agriculteur. Est-ce que c'est le même combat face à l'ubérisation et face à la mondialisation? C'est une question sur laquelle j'aimerais vous entendre, Florian Philippot, président des Patriotes, bien entendu, partagez, likez. Sur la Roumanie, Florian, comment on analyse ça avec Georges Simion qui s'est fait rabattre finalement par, notamment il a voulu porter l'affaire pour annuler les élections. Quelle analyse on peut en avoir ? C'est une forme chimiquement pure de tyrannie, c'est-à-dire que de A à Z, ce dossier est scandaleux. Premier épisode, c'est décembre dernier, annulation 2 jours avant le second tour de la première élection présidentielle. Je rappelle que normalement, le président roumain aujourd'hui devrait s'appeler Călin Georgescu. C'est lui que les Roumains voulaient élire. Il faut quand même toujours le rappeler. Et dernier acte, vous venez de le rappeler, la Cour constitutionnelle, en 24 heures, rejette le recours en annulation porté par Georges Simion pour ingérence, alors que c'était quand même très documenté. Autant la première fois, il n'y avait aucune preuve de la moindre ingérence russe, ils n'en ont toujours pas d'ailleurs. Là, on avait des déclarations publiques de Valérie Ayé, de Macron, de l'argent de l'Union européenne. Enfin voilà, là, le dossier était très étayé. Et en 24 heures, la Cour constitutionnelle donc, n'a même pas étudié le dossier, en fait, a balayé le recours pour imposer le candidat européiste, le maire de Bucarest, Nicozor Dan, qui a gagné entre guillemets. Voilà, donc c'est un laboratoire de la tyrannie, c'est un pays stratégique. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères macroniste, l'avait dit le lendemain, je l'avais entendu sur une radio publique dire la Roumanie ne pouvait pas basculer. C'est quand même un aveu, parce qu'elle a 670 km de frontière avec l'Ukraine, parce que c'est un poste avancé, parce qu'il y a une mission de l'OTAN, parce que c'est un pays stratégique. Voilà, donc elle ne pouvait pas. Donc il faut savoir maintenant que la jurisprudence roumaine, ils pourront nous la faire partout. Et je crois qu'on a basculé sur quelque chose qui ressemble à cela. C'est ce qu'avait dit Thierry Breton. On l'a fait en Roumanie, avait-il dit. On pourra le faire si nécessaire en Allemagne. Cette fois-ci, ça n'a pas été nécessaire parce que l'AfD n'a pas fait un score suffisamment haut. Mais si dans un pays, c'est nécessaire et qu'il y a une force véritablement anti-oligarchique qui menace d'arriver au pouvoir, alors ils feront cela. Annulation de l'élection, interdiction d'un candidat, mise en prison d'un candidat. Ils trouveront toujours un prétexte d'ingérence ou je ne sais quoi. C'est ça ce qu'ils appellent le bouclier démocratique européen. C'est une raison supplémentaire de détruire ce système et de le faire en quittant très clairement l'Union européenne. Ouais. Parce que Valérie Ayé, Florian Latu, c'est vrai qu'il y a eu Thierry Breton et puis Valérie Ayé, elle a repris le flambeau. Hein. Elle a fait des déclarations absolument incroyables. Elle a une forcément. Elle parle des élections en Roumanie, chers amis toxinotes. Elle dit ces élections revêtaient 2 enjeux. Confirmer l'ancrage de la Roumanie dans le projet pro-européen et lutter, ça c'est délicieux, contre les ingérences étrangères. Sous-entendu, la démocratie en Roumanie est sauvée et surtout, ça a été l'antidote, le vaccin contre les ingérences étrangères. C'est assez saisissant quand on les lit, ces gens. Oui, mais quand les européistes entre eux se soutiennent, il n'y a plus d'ingérence étrangère. Ouais. Je signale que moi, j'ai été candidat dans des élections régionales dans le Grand Est en France. Même municipal, à Forbach, j'avais pendant mes campagnes d'entre-deux tours des stands des partis politiques allemands CDU et SPD qui étaient là pour distribuer les tracts contre moi. Donc c'était illégal, c'était contraire à toutes les règles de financement public, c'était évidemment de l'ingérence étrangère. Je n'ai jamais réussi à obtenir gain de cause là-dessus, alors que ça aurait dû entraîner l'annulation de l'élection. Donc, si vous voulez, parce qu'ils étaient du côté du bien de l'Union européenne, donc ils s'exonèrent de tout ce qu'ils reprochent aux autres, évidemment. Voilà, donc c'est gros. J'espère au moins que cette affaire roumaine aura eu le mérite d'ouvrir les yeux à beaucoup de Français sur ce qu'est l'Union européenne, sur ce système tyrannique. Et j'aimerais que nos parlementaires se saisissent de cette affaire pour faire une commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence française. Enfin, c'est quand même incroyable que ça ne bouge pas. Ils font des commissions d'enquête sur tout et n'importe quoi, et surtout sur n'importe quoi, mais ils ne font pas de commission d'enquête sur les grands sujets. On est un des seuls pays où il n'y a toujours pas de commission d'enquête sur le Covid. On n'a pas de commission d'enquête sur cette affaire roumaine avec l'ingérence française. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Enfin, je ne sais pas à quoi sont payés
nos députés aujourd'hui, mais manifestement. J'ai envie de vous dire, Florian, quand on fait les commissions d'enquête, notamment sur le dérapage des finances publiques ou sur le scandale des eaux minérales naturelles, avec le croisiériste Alexis Keller, il refuse de venir. Et ce monsieur n'est pas inquiété. Donc j'ai envie de vous dire, manifestement, là aussi, quand même, ça pose vraiment des questions sur la séparation des pouvoirs et sur la contrainte de la force publique, au risque pénal aussi. Oui, vous avez raison. On a une espèce de coalition de forces oligarchiques, puisque pour le coup, Colère ne vient pas. Bon, la commission d'enquête fait son boulot, elle saisit la justice, et la justice leur répond non, il n'est pas obligé de venir. Oui. Alors que c'est contraire à la loi. Enfin, il n'y a pas d'immunité présidentielle par capillarité sur tous ses collaborateurs. Ou alors il y a plus grand monde qui va venir. Parce que si on estime, voilà, donc c'est quoi la limite? Le secrétaire général adjoint, lui, il peut venir ou il vient pas? Il doit venir, bon. Et puis un employé de l'Élysée, un fonctionnaire de l'Élysée, un agent d'un ministère, de Matignon. Bon, si vous voulez, où est la règle? Il n'y a plus de règle. Bon, vous voyez bien qu'on arrive au bout d'un système où il va falloir tout remettre vraiment à plat, clairement, toute la séparation des pouvoirs, tous les contre-pouvoirs qui dysfonctionnent. On a cité celui-ci, on peut parler du Conseil constitutionnel, on peut parler du Conseil d'État, on l'a vu pendant tout le Covid et ensuite, et rétablir vraiment des principes extrêmement clairs, c'est-à-dire qu'il y a des principes sacrés comme la démocratie, la liberté individuelle, nos libertés publiques, et qu'il faut reconstruire de vrais contre-pouvoirs pour les faire respecter. Mais vous imaginez bien que ça ne va pas se faire dans cette fin de comète qu'est le macronisme et qui est en bout de régime et en bout de règne. Une dernière question sur la Roumanie. Franck Philippot, merci d'être là ce matin. Les tweets absolument édifiants de Pavel Durov, patron de Telegram, où quand même il dit qu'à un moment donné, il a rencontré une des huiles de la DGSE, l'hôtel Crillon. Ça pose des questions tout de même, ça fait réfléchir à tout ça. Vraiment, quel intérêt aurait eu Pavel Durov à balancer une bombe pareille? D'ailleurs, ça a été commenté par Elon Musk et tout pour le coup. Oui, voilà un homme, puisqu'en plus il est retenu en France depuis maintenant depuis presque un an. Voilà un homme qu'il faudrait convoquer en commission d'enquête. Il dit des choses très graves et très importantes. Le patron de la DGSE lui aurait demandé directement d'intervenir sur l'élection roumaine. C'est quand même pas rien. Et il maintient, il dit même qu'il est prêt à aller en Roumanie pour témoigner de ce qu'il sait. Pour qu'il y ait un recours. Ça, c'est un homme qu'il faudrait convoquer d'urgence, qu'il faudrait entendre. Il dit des choses, ça n'est pas rien, c'est le fondateur et PDG de Telegram. Non. Manifestement, non, ça n'intéresse pas les députés qui, d'ailleurs, n'en parlent même pas. Alors, je veux dire, non seulement ils ne mettent pas en place de commission d'enquête, mais est-ce que vous les avez entendus se saisir véritablement de ce dossier? Moi, je ne les entends pas. Je ne les entends pas du tout. Et, alors que je pense que c'est extrêmement significatif parce que ce n'est pas que la Roumanie. La Roumanie, c'est un pays important, c'est un pays ami de la France, c'est un peuple où on a des liens culturels, des liens de francophonie, tout le monde le sait. C'est surtout que c'est notre avenir, en fait. C'est déjà un bout de notre présent, on le sait, voire de notre passé. Mais c'est aussi notre avenir, c'est-à-dire qu'on va vraiment tout droit vers la tyrannie la plus complète. Il serait quand même bien de réagir à un moment. Alors, on va en parler, on continue à en parler, mais je veux qu'on passe notamment au taxi, aux agriculteurs. Florian Philippot, j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que là, on a un combat de fond? Je le disais à l'introduction de cet entretien, ce grand entretien ce matin sur Tocsin. Est-ce qu'on a finalement en toile de fond l'ubérisation, la guerre de tous contre tous, la concurrence sauvage et déloyale envers tous? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un rapport entre ces deux mouvements, des taxis et des agriculteurs, et qui pourrait d'ailleurs se chevaucher, peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours? Oui, je crois qu'il y a un rapport très clair, c'est la trahison de l'intérêt des Français. Dans les deux cas, vous avez des gouvernements qui, ont laissé tomber les agriculteurs français en les livrant à la concurrence mondiale déloyale, avec l'Union européenne qui signe des accords de libre-échange en permanence. Et ça n'est qu'un début, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le feu. Et de l'autre côté, les taxis qui ont été à un moment complètement carchérisés par l'ubérisation. Et on sait que ça s'est fait dans des conditions extrêmement troubles, qui auraient mérité là aussi une commission d'enquête, puisqu'il y a les fameuses Uber Files, le dossier Uber, qui avait été sorti par tout un consortium de journalistes, Radio France, Le Monde, etc. Et quoi? On en a parlé combien de temps quand c'est sorti? 48 heures. Et après, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Ça mettait en cause quand même Macron. Quand il était ministre de l'économie déjà. Qui avait des liens avec cette multinationale américaine. C'est bizarre, M. Macron a toujours des liens avec des multinationales américaines. Il en a décidément beaucoup.
Parce qu'il est d'un qui commerce intervenait. agréable, parce qu'il est d'un commerce agréable, Florian. Emmanuel Mais ça Macron. doit être c'est tout à fait ça. Ça doit être ça. Très agréable, très très agréable pour ces gens-là en tout Ouais. cas. Il est d'un commerce agréable effectivement pour l'oligarchie mondialiste. Ça, on Mm. l'a bien compris. Il était même intervenu manifestement dans un processus judiciaire en prévenant d'une perquisition, des choses comme ça. Bon, voilà. Donc il y a une trahison massive. Je suis très heureux que ces professions se mobilisent. Mm. Il faut que les Français, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour le savoir. Les Français savent que ces professions se dépassent elles-mêmes. Il y a un enjeu de société, il y a un enjeu pour tous les Français. Les paysans, on est tous concernés. C'est ce qu'on a dans notre assiette. C'est la qualité de notre alimentation. C'est la qualité aussi de notre aménagement du territoire, de ce qu'est l'avenir de la France. Est-ce qu'il y aura encore des paysans? Est-ce qu'il y aura encore une agriculture française? Est-ce qu'on va tout importer pour manger? Ce sont d'énormes vraies questions. Et importer dans des conditions épouvantables en plus. Ça, vous voyez, il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire que vous reprenez en main votre commerce. Or, aujourd'hui, vous le savez, le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est écrit comme ça dans les traités. Et d'ailleurs, elle le rappelle sans arrêt, puisqu'elle signe, le 6 décembre dernier, elle signait à Montevideo l'accord Mercosur. Je parle d'Ursula von der Leyen. Là, le chancelier allemand Merz lui a demandé d'ouvrir les négociations avec l'Inde, avec toute la Pacifique Sud-Est, enfin Asie du Sud-Est, tout l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et de finaliser le Mercosur. Ça va être cataclysmique. Il n'y aura plus d'agriculteurs français. Est-ce que les Français veulent qu'il n'y ait plus d'agriculture et d'agriculteurs français? Posez-vous la question. Si vous voulez qu'il y en ait encore et qu'il y en ait même plus et qu'on ressuscite l'agriculture française, qui est une très grande et très vieille agriculture, pleine de savoir-faire, de terroir, de talent, même à la pointe de l'innovation, il faut se battre avec les paysans. Il faut les soutenir. Et c'est superbe que j'ai vu ça près de Blois il y a quelques jours, la coordination rurale 41 et les taxis étaient ensemble dans les cortèges. Si on a cette convergence des luttes très intelligente entre deux métiers constitués d'indépendants, d'artisans, artisans taxi, artisans de la terre, il y a une convergence qui a un vrai sens. Et si vous y ajoutez le soutien des Français, soutien moral, soutien politique, voire soutien logistique, parce qu'on peut très bien aller les voir, on peut leur apporter, puisqu'il y a des points de blocage de la nourriture, on peut les discuter avec eux, voire venir avec un véhicule s'ils en ont besoin pour renforcer un blocage. On a plein de choses. Nous, on peut faire plein de choses. Et moi, j'ai demandé aux patriotes de se mobiliser comme on l'a déjà fait les autres fois. Et peut-être que cette fois-ci, ça m'a l'air plus solide, ça m'a l'air plus fort. Et j'en suis très, très, très heureux. Il faut vraiment se battre. C'est intéressant parce que ce que j'entends, moi, auprès des taxis, c'est ce que vous dites un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un appel chez les taxitaires, pas qu'à leur corporation. Il y a un appel aussi aux entrepreneurs. Il y a un appel aux citoyens. Il y a un appel aux agriculteurs. C'est un appel finalement à tous les gens qui sont concassés et qui sont sous la menace d'une dissolution nationale de notre territoire, notre terroir, de notre savoir-faire et de notre unité aussi quelque part. Et il y a des drapeaux français. Ils ont chanté la Marseillaise à Pau. Donc tout de même, c'est plus que les taxis. J'ai l'impression quand même qu'on est sur des degrés qui sont beaucoup plus importants qu'une simple revendication corporatiste d'un secteur en particulier. Oui, on est, je crois, sur le ferment d'un nouveau mouvement, une sorte de... Ça n'est pas les gilets jaunes, on voit bien, mais ça trouve ses racines dans la même profondeur française. Une sorte de gilets jaunes 2, quoi, mais différents, et qui, effectivement, vous avez raison, se manifestent par des drapeaux français, par une solidarité. Et si nous, les Français, on profitait, tous les Français, même si on n'est pas agriculteurs, même si on n'est pas taxi, on profitait de ce mouvement pour nous-mêmes briser nos chaînes, pour aller rejoindre ces points de blocus, pour aller les renforcer, pour dire nous aussi, on sort notre drapeau français, pas dans la violence, on le sort, mais par la force de la masse. On est extrêmement nombreux, on est déterminés, on a compris les enjeux. L'enjeu, c'est qu'on nous a piqué notre pays. Voilà, c'est qu'il y a des gens, une oligarchie, qui nous a piqué notre France, qui nous l'a piqué littéralement, qui nous l'a volé. On ne maîtrise plus rien, ni notre alimentation, ni notre commerce, notre agriculture, même nos malheureux taxis, on est en train de les faire crever pour faire vivre des plateformes américaines. Et ça, vous pouvez le multiplier. Il y a plein d'autres professions qui sont concernées. Et peut-être qu'elles vont se coaguler à cette révolte, parce que c'est une révolte saine, une révolte patriotique, parce que chacun comprend même intuitivement que la seule protection, la seule solution, c'est la nation. C'est l'État-nation. Et que l'État-nation, il est attaqué de toutes parts, à commencer par le haut. Et c'est à nous, Français, d'avoir les immunités, les réflexes immunitaires nécessaires pour défendre et pour reprendre en main notre pays qu'on nous a volé. Voilà. Alors, je vais vous dire, politiquement, tout ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça veut dire de la lutte. Ça veut dire de la lutte intelligente, comme ils sont en train de le faire en ce moment. Et ça veut dire que nous devons sortir de toutes les structures supranationales qui nous ont piqué notre pays. Ça, c'est clair et net.
Il y a des grands débats en ce moment sur l'OMS, l'Union européenne, bien sûr, la CEDH, avec des pays qui ont lancé une pétition contre la CEDH, mais c'est pas suffisant. Il faut sortir de ces instances supranationales qui nous font un mal fou, qui nous ont volé notre pays, et il faut reprendre en main notre destin. Je tweetais hier, notamment sur mon compte X, notamment une déclaration d'un des représentants des fédérations des taxis qui disait « Uber et les Américains ont pris possession de la France ». Je cite, « On va reprendre notre pays, on va résister, on ne lâchera rien et on poursuivra le siège, on va récupérer notre pays ». On est au-delà du corporatisme. Peut-être que je me trompe, mais du moins, c'est comme ça que je l'analyse en tant que journaliste politique. J'ai l'impression qu'on est à un degré supérieur aujourd'hui de gens qui sont en train de comprendre, comme l'avaient compris les Gilets jaunes dans leur temps et comme l'ont compris les agriculteurs, qu'à un moment donné, on est en train de leur voler. Vous le disiez un peu, mais c'est du moins moi ce que je vois quand je vois les déclarations et les prises de parole, un peu au même du rassemblement. Mais écoutez, moi j'ai discuté avec énormément d'agriculteurs depuis bien longtemps, parce qu'il y avait d'autres mobilisations, et puis tout récemment, et avec des taxis là, que j'ai vus, ils disent ça. Ils disent exactement ça. Ils attendent du soutien. Ils comprennent bien que leur lutte, bien sûr que c'est pour leur métier, évidemment. C'est pour qu'ils puissent vivre, avoir de l'argent à la fin du mois, évidemment. Et c'est tout à fait légitime. Mais ça, ils ont bien compris, et je pense que tous les Français le comprennent, que ça les dépasse, que c'est vraiment reprendre en main notre pays. Que, regardez, tous nos fleurons, les Alstom et autres qu'on a vendus, qu'on a laissé partir encore tout récemment, ArcelorMittal. Vercorex à Grenoble. Ouais, tout à fait. Alors que ça coûterait quasiment rien de nationaliser tout ça, de trouver une solution française. Non, ça part. Pourquoi ça part? Il y a bien des gens qui en bénéficient de tout ça. Donc, vous savez, plus un pays est soumis à la corruption, parce qu'il faut appeler un chat au bout d'un moment, plus un pays est corrompu, plus ses élites, entre guillemets, sont corrompues, plus tout dysfonctionne. Vous, il y a plein de choses qui vous apparaissent sous les yeux qui vous semblent complètement aberrantes. Vous ne comprenez pas. Tout se met à dysfonctionner. Il n'y a plus rien qui marche. Plus rien ne va dans le bon sens. Tout est sur la tête. Voilà. Eh bien, en fait, si vous vous mettez dans la logique de la corruption, vous comprenez ce qui se passe. C'est qu'en fait, tout est mis en scène dans le sens de l'intérêt de quelques-uns contre l'intérêt du peuple, l'intérêt national et le bien commun. Et bien, remettons les choses à l'endroit, ça veut dire qu'il faut se débarrasser des corrompus et donc de cette couche oligarchique supranationale qui nous a volé notre pays. C'est tout ça qui exprime cette révolte des paysans et des artisans taxis. Et on va continuer à en parler, un grand entretien. Merci Florian Philippot d'être là ce matin sur Tocsin. Merci de mettre des pouces, chers amis. Il faut arriver aux 10 000 ce matin, aux 10 000 likes. Merci beaucoup. Vous êtes très très nombreux et continuez à commenter. Bien entendu, dites-nous ce que vous pensez sur la révolte des taxis qui sont toujours. On a reçu ce matin à 7h40 Christophe Vanderliert qui est actuellement au blocage de Raspail à Paris, à la jonction du boulevard Saint-Germain. Ils sont toujours là et un peu partout en France, notamment à Pau. Et on va continuer à en parler. Florian Philippot, on avait les gilets jaunes, on a eu les agriculteurs, les taxis. Ce qui est passionnant mais effrayant à la fois, et je le dis souvent, c'est que j'ai quand même l'impression que ce sont des revendications qui sont totalement contraires au carcan idéologique de la Macronie, d'une partie de la classe politique, notamment sur l'ubérisation, notamment sur les injonctions bruxelloises, et que là, on va arriver à un affrontement qui est en train, à un moment donné, de sédimenter de plus en plus fort. Parce que si le gouvernement, comme les agriculteurs, lâche sur le Mercosur et dit au Mercosur, c'est pratiquement la politique de HS8, c'est sortir du Mercosur et dire à l'Union européenne, va te faire voir. Et là, c'est-à-dire que si on réglemente Uber, c'est-à-dire que la libre concurrence, on ne l'applique plus. Donc j'ai quand même l'impression que plus ça va, plus on s'approche d'un affrontement idéologique violent, au moins idéologiquement, au moins idéologique. Puisqu'on refuse le vrai débat, celui de notre appartenance à l'Union européenne, à un moment, il va se faire d'une manière ou d'une autre, il va bien falloir crever l'abcès. Soit on crève l'abcès, soit c'est tout le monde qui crève. Là, au bout d'un moment, il est bon. Et la vraie question, elle est là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'ubérisation en restant dans l'Union européenne. Parce que vous avez ces règles, vous avez tout à fait raison, de libre concurrence libre et non faussée, etc., qu'on va vous mettre sous le nez. Mais vous savez, en ce moment, il y a des gens qui se plaignent de la fermeture de la ligne de train à côté de chez eux parce que la SNCF est concurrencée sur les lignes rentables par l'ouverture à la concurrence. Tout le monde est en train de se rendre compte que c'est complètement débile. Ça n'a même pas fait baisser les prix, comme d'habitude. Oui. Ça n'a pas fait baisser les prix. C'est ce qu'on nous avait vendu. Ça va faire baisser les prix. Vous avez le PDG de la SNCF qui a dit, très justement, on a cassé le système du service public français avec la péréquation, où nous, on entretenait des petites lignes pas rentables, mais on se refaisait sur les grandes lignes rentables. Sauf que ces grandes lignes rentables, on est en train de nous les piquer pour les donner à la Deutsche Bahn, aux Espagnols, aux Italiens, etc.
Et donc, en fait, on va devoir fermer aussi les petites lignes. Donc, tout le monde sera perdant à la fin. Vous voyez, ce sont des problèmes qui sont toujours les mêmes. Les paysans, alors moi, j'entends parfois certains disent il faut une exception agriculturelle, ça. Mais vous allez le répéter pendant combien de décennies, ça? Vous ne l'aurez pas. Comprenez bien que vous ne l'aurez pas, votre exception agriculturelle. Vous croyez que les Allemands vont renoncer à faire de l'agriculture française une variable d'ajustement dans les négociations de leurs accords commerciaux via l'Union européenne, où ils doivent vendre des voitures, des machines-outils, etc. Bien sûr que non. L'agriculture française, c'est de la variable d'ajustement pour les négociations de l'Union européenne et de l'Allemagne. Donc, il n'y aura jamais d'exception agriculturelle. Jamais on pourra faire barrage au Mercosur et aux prochains accords de libre-échange. La seule solution, et c'est quand même pas monstrueux, c'est le sens de l'histoire, c'est ce que font 95% des pays du monde, c'est de piloter nous-mêmes notre commerce. Comme la Suisse négocie elle-même ses accords agricoles et négocie ses accords commerciaux, comme le Royaume-Uni a de nouveau le fait. C'est quand même pas extraordinaire, c'est tout à fait normal. Donc, c'est la seule solution. Les artisans taxis, de la même manière. Si on veut, vous savez, ils sont pas forcément pour la suppression de toutes les applications, les taxis. On va pas non plus complètement revenir 50 ans en arrière, c'est pas ça. C'est simplement qu'il y a des lois qui sont même pas respectées. Normalement, les Uber n'ont pas le droit de faire de la maraude autour des gares, des aéroports. Et ben, pourquoi ça n'est... Et pourtant, ils le font. Parfois de manière assez agressive, d'ailleurs. Pourquoi on fait pas respecter la loi? Pour avantager une multinationale américaine? Quel intérêt? Quel est l'intérêt de la France là-dedans? Vous voyez, il n'y en a pas. En plus, c'est même plus moins cher, puisque au début, il y avait un avantage financier qui est de moins en moins vrai pour les Uber, avec un service qui s'est beaucoup dégradé aussi. Oui, parce qu'effectivement, c'est une question aussi, et vous l'avez dit, il n'est pas question de retourner 40 ans en arrière, mais tout de même, il y a quand même, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a le problème, on en parlait tout à l'heure avec Christian Van Lierde, il y a le problème également de la situation des chauffeurs Uber ou des chauffeurs VTC. Quelle est leur situation? Est-ce que ce sont des salariés d'une plateforme avec des contraintes, avec un lien de subordination juridique ou pas? Dans ce cas-là, la plateforme doit payer des cotisations patronales et salariales, du moins pour les gens qui étaient considérés comme salariés. C'est d'ailleurs une question que le prud'homme a plusieurs fois, Paris, non pas que le prud'homme de Paris, à laquelle a dû répondre. Mais si on généralisait ça récupérerait pas mal aussi de cotisations pour les caisses de l'État, me semble-t-il, alors que ces gens cherchent de l'argent à peu près partout. Là aussi, il y a des questions. Oui, bien sûr. C'est l'organisation de la précarité générale. On sait bien, derrière tout cela, vous avez ce système-là et personne ne reprochera aux gens d'essayer de s'en sortir, de trouver des petits boulots, etc. Sauf que ça peut pas être un modèle de société. On comprend bien que ça peut pas être un modèle de société. Que ça existe. Moi, attention, encore une fois, il y a des services nouveaux qui n'existaient pas. On va pas revenir, encore une fois, 40 ans en arrière. Mais qu'au moins ce soit encadré et qu'on ne bousille pas toutes les professions qui ont le droit quand même de bosser. Les taxis, ils achètent leur licence. C'est quand même, ils ont normalement des droits supplémentaires. C'est beaucoup plus sécurisant aussi normalement pour les clients, et c'est le cas. Oui. Parfois, il y a des dérives, même de sécurité pour des clients ou des clientes. Quand on ne sait même pas qui s'est connecté à une appli, c'est pas la bonne personne, vous n'avez pas le bon chauffeur, vous savez même pas s'il a bien son permis, s'il n'est pas dangereux, il n'est pas fiché ou je sais pas quoi. Il y a eu plein de problèmes avec ça. Bon, remettons de l'ordre là-dedans, mais ça veut dire qu'on arrête de laisser la place à toute la concurrence déloyale, on arrête de dire que le seigneur, c'est le fric, qu'on est là pour avantager une plateforme américaine et que de temps en temps, on pense à la France et on pense aux intérêts des Français. C'est ça qui exprime cette révolte. C'est une saine révolte. C'est une très saine révolte qu'on doit tous soutenir. Ouais, alors quelques questions d'actualité rapidement parce que j'ai noté ça ce matin. Est-ce qu'il vous aurait échappé que le Danemark devient le premier pays d'Europe à reporter l'âge de la retraite à 70 ans et que l'Italie songe quand là aussi c'est intéressant, ça a l'air de rien tout ce petit entrefilet, mais là aussi on se rend compte que petit à petit nous y allons tranquillement vers une retraite infinie et ça y est, on y est finalement à petits pas. C'est la République, c'est l'Europe des petits pas de Jean Monnet. Oui, c'est ça, tout à fait. Et n'oubliez pas ce qu'avait dit le Danemark, le gouvernement, il y a quelques mois, qu'on pouvait bien faire la retraite à 70 ans pour aider l'Ukraine. Vous vous souvenez de cette phrase du gouvernement danois? Boum, on y est. Effectivement, il faut bien les financer, les milliards qu'on donne à l'Ukraine. Donc, vous avez cela, l'Italie. Je rappelle que Mme Meloni s'était fait élire sur la suppression de cette réforme qui allait vers la retraite, je crois d'abord à 67 ans en Italie, et qu'elle a trahi cette promesse parce que Bruxelles a fait pression sur elle. Parce qu'il y a parfois une Meloni mania qui m'échappe un peu. C'est pas parce qu'elle parle plus de son pays que Macron. Ça, je l'avoue, je le reconnais bien volontiers. Elle me semble un peu plus patriote que Macron,
mais c'est pas difficile. C'est pas pour cela qu'elle fait une politique tout à fait révolutionnaire et de rupture. Regardez vraiment les chiffres de l'immigration, ils sont en très forte hausse, encore l'an dernier. Regardez ce qu'elle fait sur le social, l'économie, sur l'Ukraine où elle a une position catastrophique. Attention aux fausses ruptures qui n'en sont pas. Dans le plan de Bruxelles, il y a la retraite à 70 ans. Les documents, on les a publiés, on les a sortis. On vous fera dépenser toujours plus pour financer la guerre en Ukraine, pour financer l'Union européenne elle-même. Vous savez que l'an prochain, notre contribution au budget de l'Union européenne va augmenter de 5 milliards par an. Et on rajoutera encore 2 milliards l'année d'après. Donc en 2 ans, elle aura augmenté 7 milliards par an. Donc on va passer d'un différentiel de 15 à 22 milliards par an. Différence entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit de l'Union européenne. Ça fait beaucoup d'argent, ça. On pourrait en financer des retraites avec ça. On pourrait en financer des hôpitaux. On pourrait aider nos paysans. Mais non, il faut financer le salaire de Mme von der Leyen, financer nos délocalisations en Pologne et en Hongrie, et demain, l'élargissement à l'Ukraine, à l'Albanie et à la Géorgie. C'est un système tout est sous nos yeux, hein, vous savez, tout est sous nos yeux. C'est juste aux Français de comprendre qu'ils peuvent reprendre en main leur destin et arrêter de se faire plumer s'ils le décident. Pourtant, en fait, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, Florian Philippot, mais tout de même, il y a quand même une opposition politique, que ce soit du côté de la gauche, LFI, PC ou RN, où toutes ces questions-là ne sont pas posées. Il y a beaucoup d'entrechats, beaucoup de discussions de palabres sur les médias mainstream. Mais ces questions, c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, puisque la situation française est catastrophique, on rappellera quand même que Moody's et Fitch ont refusé de noter la France il y a 3 semaines. C'est la première fois que ça arrive. Et à un moment donné, c'est le FMI qui va nous tomber sur le rable. Je ne l'espère pas, bien entendu, vous le savez, mais tout de même. Et on aimerait quand même que les oppositions aujourd'hui puissent se saisir de sujets aussi importants que ceux-là, ou sur les agences d'État qui nous coûtent près de 91 milliards d'euros par an. Là aussi, on a quand même un effondrement de l'opposition politique. Alors, je sais que vous n'allez pas me dire le contraire, mais tout de même, en tant que journaliste politique, moi, ça me pose un vrai problème aujourd'hui, hein, concrètement, qu'on n'ait pas une opposition beaucoup plus ferme. Tous les partis politiques officiels sont dans la matrice. Voilà, tous les parlementaires sont dans la matrice euro-mondialiste. Ils sont tous dans cette matrice. Ils discutent de nuances. Voilà, ils discutent de nuances. Comment ils vont réaménager leurs cellules. De quelle couleur ils vont repeindre les murs de leurs cellules ou les barreaux. Qui ils auront comme voisins de cellule. Mais ils ne veulent pas sortir de la cellule. Et ils ne veulent pas faire sauter la prison. Donc ils sont tous dans la matrice. Et c'est clair. Vous le voyez sur tous les sujets en ce moment. Il n'y a pas d'opposition sérieuse, réelle, solide au Parlement français ni au Parlement européen. Ne vous laissez jamais avoir par les scènes. Ils sont friands de cela, les parlementaires. Ils publient, vous savez, sur les réseaux sociaux, ils publient 30 secondes un short où on les voit tenir tête à un ministre ou à Macron, au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, etc., ou à Thierry Breton ou à Ursula von der Leyen. Bon, tout ça, c'est bidon. Regardez ce qu'ils font réellement derrière. Je prends l'exemple en ce moment, je vois plein de députés ou eurodéputés RN lutter contre le DSA pour les libertés. Allez regarder leur vote. Il n'y en a pas un qui a voté contre. Pas un qui a voté contre tout cela. Voilà. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, et je pourrais dire la même chose sur les 50 milliards pour l'Ukraine, il n'y a pas un eurodéputé français qui a voté contre. Pas un, pas une. D'aucun parti politique. Donc, leur blabla, vous ne laissez pas avoir, c'est de l'enfumage. Regardez la réalité. Une opposition solide aujourd'hui, une vraie opposition, forcément demandera la sortie de la France de l'Union européenne et de toute cette cochonnerie mondialiste. J'y mets dedans la CEDH, l'OMS, l'OTAN, etc. Toute cette cochonnerie, il faut s'en débarrasser. C'est exactement la révolution trumpienne. Et nous, notre révolution trumpienne, notre moment Trump, ce sera quand on se sera débarrassé de tout ça et qu'on sera de nouveau un pays libre. En tout cas, est-ce que, dernière question pour finir, est-ce que, une nouvelle fois, est-ce qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui, une partie de la population qui ne s'intéressait pas à tout ça, c'est une question, vous savez, c'est ma marotte un peu, finalement, qui commence à comprendre à la lumière des agriculteurs, à la lumière des taxis, quand même des gens qui commencent à se dire peut-être qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, de l'Union européenne, d'être finalement l'arrière-boutique d'un stock de réserve, d'un hyper-supermarché qui est devenu la France. Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui commencent à comprendre aussi ce qui est en train de se passer? Mais moi, je suis persuadé qu'il y a déjà depuis longtemps une majorité qui a compris. Et d'ailleurs, on va bientôt fêter les 20 ans du non. On avait déjà dit non majoritairement à 55%. D'ailleurs, j'appelle tout le monde à venir jeudi prochain à 18h devant le Sénat, 20 rue de Tournon, jeudi 29 mai pour les 20 ans du non. On va faire un gros rassemblement pour le Frexit et pour dire que c'est toujours non. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui comprennent et puis ils voient un chanteur de flûte, de pipeau à la télé et ça revient tous les 5 ans. Alors, en ce moment, il y a une petite mode autour de Retailleau, où il y a, dans un moment, on va vous sortir Reconquête, on va vous sortir des gens. Et puis, ils disent « Ah, c'est bien, il a dit un truc bien. »
mais vous fiez pas à ce qu'il a dit, on s'en fiche de ce qu'il a dit. Regardez réellement si c'est du boulot sérieux, s'il y a une vraie rupture avec le système, et ce qu'il vote, par exemple, réellement, déjà. C'est un bon indicateur. Et là, vous verrez que les chanteurs de flûte, la plupart du temps, dans 99,9% des cas, ils cachent des enfumeurs. Et qu'à chaque fois que vous revoterez pour des enfumeurs, vous serez de nouveau cocu et déçu. Bon, il y a des gens qui aiment bien le cocu peut-être, mais bon, au bout d'un moment, on va peut-être arrêter. Arrêtez de tomber dans les pièges de la com, c'est insupportable. C'est pas parce que des gens vous font des beaux discours sur Twitter, enfin sur X ou dans les dorures de leur parlement que ça veut dire que ce sont de réels opposants. C'est juste qu'ils sont en train de vous dire ce que vous avez envie d'entendre à un instant T. Après, regardez derrière, regardez dans la boutique, regardez l'arrière-boutique, regardez ce qu'il y a dans le coffre, regardez ce qu'il y a réellement voilà, quel est le programme réellement? Est-ce que c'est un programme de rupture avec l'oligarchie ou pas? Si c'est pas un programme de rupture, mettez-le à la poubelle, ça sert à rien. Vous serez forcément déçus. En tout cas, restez citoyens. Merci Florian Philippot ce matin d'être venu sur Texan, un grand entretien. Merci à vous. Président des Patriotes, on vous remercie toujours de répondre favorablement à nos invitations. Vous souhaite un excellent week-end, Florian. En tout cas, merci à vous. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Et nous, on s'en va vers la amis, fin. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.